ravi d'être ici pour parler de Jacques Pitra et de ses recherches et de l'intelligence artificielle et les jeux, puisqu'il a travaillé dessus. Euh, donc je vais commencer par vous décrire ma thèse, puisque je fais ma thèse avec Jacques Pitra sur un système d'apprentissage par auto-observation appliqué à plusieurs jeux, dont notamment le jeu de Go. Donc pour remettre ma thèse dans le contexte, c'était basé sur enfin, Jacques Pitra avait travaillé sur les jeux dans les années 70, donc il avait écrit en 76 un article sur l'apprentissage pour un programme d'échecs, c'est-à-dire pour trouver des combinaisons aux échecs. Et cet article a été repris après en 1984 par Stephen Minton. Donc le principe de l'apprentissage de Jacques Pitra, c'était qu'il utilisait les règles du jeu pour généraliser de façon sûre. C'est-à-dire qu'il raisonnait sur les règles du jeu pour trouver des généralisations aux théorèmes qu'il démontrait. Donc cette idée a été reprise par Minton donc à Ishkai en 1984, toujours pour les échecs. Et puis ça a donné lieu en 1986 à une branche de l'apprentissage qui était l'explanation based learning et l'explanation based generalization qui permettait, avec cette méthode, de démontrer des théorèmes en généralisant sur des exemples qu'on avait rencontrés. Donc ma thèse, elle s'inscrit dans l'affiliation de ces travaux. Donc j'ai soutenu en 1996 et ce que j'avais fait, c'était un apprentissage automatique de règles qui permettait de diriger une recherche arborescente, donc une résolution de problèmes. Et les règles engendrées par mon système, c'était des règles qui étaient des théorèmes du jeu de Go qui éliminaient complètement certains coups qui étaient inutiles à regarder pour résoudre le problème qu'on voulait. Donc le système qui générait les règles, il s'appelait Introspect, et c'était une modélisation de la conscience réflexive, c'est-à-dire c'était de l'auto-observation. Le système, il résolvait un problème, et puis il regardait comment il avait résolu le problème pour générer de nouvelles règles et permettre de s'améliorer au fur et à mesure de son apprentissage. Donc il jouait contre lui-même, et en regardant et en analysant ses parties contre lui-même, il s'améliorait automatiquement en analysant son comportement. Donc le résultat, c'était un programme de Go. Donc j'avais participé à la Coupe Faust en 97 à Ishkai, donc il avait été à 5e place sur 40 participants, ce qui était plutôt bien vu que tous les autres programmes n'étaient pas trop basés sur ses idées. Et donc il avait fait mieux que la plupart des programmes qui avaient demandé des années de développement et qui étaient à l'époque faits à la main. De cette thèse, donc, je garde un très très bon souvenir. Enfin, c'était vraiment une époque de ma vie où j'étais vraiment super content de travailler, et mes réunions avec Jacques Pitra étaient toujours pleines d'idées, pleines de choses nouvelles à essayer. Et notamment, je garde un très bon souvenir de mon interaction avec Bruno Bouzy, qui faisait sa thèse en même temps que moi sur le jeu de Go avec Jacques Pitra. Et donc il avait un système de jeu de Go qui s'appelait Indigo. Et toutes les nuits, on faisait jouer nos programmes sur les machines du laboratoire. Et le matin, on arrivait, on regardait ce qu'ils avaient fait, puis on essayait de comprendre ce qui allait pas. Et puis voilà, c'était assez plaisant et intéressant. Donc je vais vous parler donc du travail de Jacques Pitra. Donc le premier article dont je vais vous parler, c'est Realization of a General Game Playing Program. Donc c'est son article de 1968 publié en 1969. Donc il parle d'un système général de jeu qui peut jouer à plusieurs jeux et qui n'est pas spécifique et qui a des connaissances générales pour jouer au jeu. Donc il applique aux échecs, au tic-tac-toe et à d'autres variantes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, dans les articles, on avait les discussions qui avaient lieu dans les articles à la fin. Donc là c'est la dernière page de l'article. Donc on voit un problème d'échec en haut à gauche qui était résolu par son programme, donc qui trouvait une combinaison qui permettait de faire un mat. Et puis, il y a les questions des gens qui étaient là. Donc, il y a David Levy qui pose une question. Donc, David Levy, c'est quelqu'un qui est assez connu en programmation des jeux parce que c'est un joueur d'échecs assez connu qui a été président de l'International Computer Game Association pendant plus de 20 ans. Et donc, il lui pose la question, que fait le programme dans une position non tactique? Donc là, Jacques Pitra répond, c'est quelque chose que je n'ai pas exposé, puisque j'ai exposé la recherche de combinaisons et la recherche de maths. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il a des règles générales pour évaluer la position. Et donc, notamment, il a une règle qui est le nombre de coups possibles, qui calcule la mobilité pour l'adversaire et pour nous, et il essaye de maximiser la mobilité pour nous et de la minimiser pour l'adversaire. Donc, il dit, j'ai des règles générales de ce type-là, et donc il parle de la mobilité. Il y a une autre question intéressante par Anaji qui dit comment ça se compare aux programmes qui sont spécialisés. Et donc là, il répond je pense que c'est moins efficace qu'un programme spécialisé, mais bon, il a quand même son intérêt sur la chose.
Donc, en 1960, alors le General Game Planning, c'est quelque chose qui a une histoire. Donc, l'article fondateur, c'est celui de Jacques Pittra en 1968. Après, en 1997, il y a Dead Blue qui bat Kasparov ses échecs, mais bon, comme le disait Monsieur Pittra, il est spécialisé sur les échecs, et ce serait mieux de faire des programmes généraux d'IA qui savent résoudre plusieurs problèmes et qui ne soient pas spécialisés. Donc en 2005, il y a Michael Genesseret, donc un prof à Stanford, qui propose le Game Description Language et les compétitions de General Game Playing. C'est-à-dire depuis 2005, il y a des compétitions de General Game Playing tous les ans, qui sont organisées en général à AAA et donc organisées par Stanford. Et le principe, c'est le même que ce que faisaient les gens de l'équipe Pittra, c'est-à-dire une représentation logique du premier ordre pour représenter les règles du jeu. Il y a différents jeux, donc des jeux à 2 joueurs, des jeux multijoueurs et des puzzles ou des jeux d'optimisation à 1 joueur. Et le principe, c'est qu'on donne au programme la description du jeu juste avant d'y jouer et que les programmes y jouent. Donc j'avais convaincu Jean Méat de faire un programme de General Game Playing, c'était mon collègue à l'Université Paris 8, qui a été champion du monde en 2009-2010. Mais alors c'était pas en utilisant les mêmes méthodes que Jacques Pittra, c'était en utilisant la recherche Monte Carlo. Enfin, depuis 2007, tous les programmes qui gagnent les compétitions, c'est les programmes basés sur la recherche Monte Carlo. Donc, une chose dont je veux vous parler, c'est aussi Berder. Donc, on en a parlé déjà, c'est-à-dire que Berder, c'était là où on faisait les séminaires sur la métaconnaissance en septembre avec toute l'équipe Pittra et les gens qui étaient liés à l'équipe Pittra. Alors, pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que c'est la photo où on allait se baigner quand on était à Berder. Donc, il y avait... alors là, c'est à marée basse, mais à marée haute, ça montait plus haut. Et alors, moi, je me baignais pas trop parce que je trouvais l'eau un peu froide. Mais Monsieur Pittra, il se baignait bien et il traversait la baie en allant de là à là et en faisant des allers-retours. Donc, il se baignait bien et il faisait... des choses que personne d'autre que lui n'osait faire à Berder. Donc c'était... voilà, alors pourquoi je vous parle de Berder? Parce qu'à Berder, en 1999, j'avais organisé un tournoi de football des philosophes. Donc le football des philosophes, c'est un jeu qui a été inventé par John Conway qui m'avait été... c'est Jean Méat qui m'avait donné l'idée d'organiser ce tournoi de programme de football des philosophes. Et donc je vais parler de 2 programmes. Il y avait plusieurs équipes qui créaient des programmes et puis je les avais fait jouer entre eux. Donc il y avait un programme qui avait été fait par Jean-Yves Lucas et Hélène Giroir, donc qui avait une politique, c'est-à-dire qu'elle disait quel était le coup qui était le meilleur. Donc elle évaluait les coups et elle disait ce coup-là c'est celui qu'il faut jouer. Et puis il y avait le programme de Jacques Pittra et des autres personnes de son équipe qui était basé sur l'évaluation. Donc là il disait j'évalue une position et je joue le coup qui maximise l'évaluation de la position. Donc on avait cette dualité entre politique et évaluation. Et donc l'évaluation de Jacques Pittra, c'était la mobilité. Donc c'était ce qu'il décrivait dans son article de 1968, c'est-à-dire qu'il essayait de maximiser sa mobilité, de minimiser celle de l'adversaire. Donc on avait mobilité versus sélectivité sur les coups, et celui qui a gagné, c'est la politique, c'est-à-dire celui qui était sélectif sur les coups, parce que au football, il y a énormément de coups possibles. Et donc en reprenant la politique de Jean-Yves Lucas et Hélène Giroir, j'ai réussi par la suite à résoudre le football 9 par 9 avec cette politique et les algorithmes qui étaient issus de ma thèse. Donc après, je vous ai parlé de General Game Playing de jeu, je peux vous parler du bootstrap. Donc le principe, c'était les choses sur lesquelles on a travaillé Jacques Pittra pendant très longtemps, qui était d'utiliser le système pour améliorer le système. Donc son but, c'était de bootstrapper l'IA, c'est-à-dire de faire une IA qui fait de l'IA, et donc d'utiliser un système d'intelligence artificielle pour améliorer un système d'intelligence artificielle. Donc il avait fait Massist avec les métaconnaissances en 1990. Après, il avait travaillé sur Malice, donc le solver de Kaya, qui était le chercheur artificiel en intelligence artificielle, qui était son but ultime, qui était de faire de l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle. Et c'était le même programme? Oui, enfin... c'était les évolutions, il les a fait les uns à la suite des autres et il réutilisait ce qu'il avait fait avant. Et donc, je vais vous parler. Donc, alors, en General Game Playing, comme je vous l'ai dit, ce qui marche bien, c'est la recherche Monte Carlo. Et les choses sur lesquelles je travaille actuellement, c'est la recherche Monte Carlo. Et donc, je me suis inspiré des travaux de Jacques Pittra pour améliorer la recherche Monte Carlo. Alors, monsieur Pittra, il n'aimait pas trop la recherche Monte Carlo, il préférait les connaissances déclaratives et les raisonnements, la modélisation de la conscience, les choses comme ça. Donc, il appelait la recherche Monte Carlo le random go. Voilà, bon, c'était sa façon de le décrire.
Donc ce dont je vais vous parler, c'est l'application des idées de Jacques Pitra à la recherche Monte-Carlo, donc qui n'était pas sa tasse de thé, mais sur lequel ces idées ont été très performantes. Donc le principe, c'était de faire du bootstrap du Monte-Carlo. Donc ce que j'ai fait en 2009, c'était le bootstrap du Monte-Carlo, c'est-à-dire utiliser la recherche Monte-Carlo pour améliorer la recherche Monte-Carlo. Et donc l'algorithme, ça s'appelle Nested Monte Carlo Search. Alors, on peut l'expliquer assez simplement en un slide, c'est-à-dire qu'on a un état et des coûts possibles, donc c'est les 3 branches. Puis après chaque coût possible, on fait une simulation aléatoire et ça nous donne un score. Et on choisit le coût qui a le meilleur score et puis on continue comme ça à faire la simulation. Donc ça, c'est une simulation de niveau 1, c'est-à-dire qu'on fait des simulations aléatoires. Et le principe du bootstrap, c'est qu'on va utiliser les simulations de niveau 1 pour faire des simulations de niveau 2. Donc on utilise le Monte Carlo pour améliorer le Monte Carlo, et puis les simulations de niveau 2 pour améliorer les simulations de niveau 3, etc. De cette façon, il y a un bootstrap qui fait des simulations de plus en plus intelligentes à chaque niveau. Donc l'application au jeu du Nested Monte Carlo, ça date de 2016. Alors le principe pour l'appliquer au jeu, c'est qu'il faut faire du discounting, c'est-à-dire qu'il faut que enfin, c'est plus important de gagner vite et de perdre lentement. Donc quand on gagne, on privilégie les coups qui gagnent vite, et quand on perd, on privilégie les coups qui perdent lentement. Et puis alors il y a deux optimisations qui disent que quand on a une simulation qui est gagnée, on peut s'arrêter, ou que quand on a plusieurs simulations et qu'on utilise du discounting, ben on peut couper les branches qui dépassent le nombre de coups où on a gagné. Donc ces algorithmes, on les applique en général gameplaying, donc on les applique à plusieurs jeux et on veut que ça marche sur le plus de jeux possible. Donc je vais vous expliquer quelques jeux sur lesquels on les a testés. Donc ici par exemple il y a le Breakthrough. Alors c'est des jeux qui sont utilisés en général en compétition de général gameplaying et sur lesquels, enfin qui sont assez standards. Donc le Breakthrough, on a 2 rangées de pions et le but c'est de mettre un pion sur la ligne opposée. Donc quand on a gagné, on a un pion sur la ligne opposée. Donc c'est un jeu combinatoire qui a inspiré un peu des échecs et qui a eu le prix du meilleur jeu en 2008, donc qui est un jeu reconnu. Alors comme en général gameplaying, il faut générer à chaque fois des nouveaux jeux. On fait des variantes des jeux, donc il y a Misère Breakthrough. Donc Misère Breakthrough, c'est quand on a mis un pion sur la ligne opposée, on a perdu au lieu d'avoir gagné. Donc les jeux misères, c'est les jeux où on a perdu quand on gagne. Et c'est des jeux intéressants, c'est-à-dire que contrairement à Breakthrough qui est un jeu de course, Misère Breakthrough c'est un jeu d'attente, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas avancer ses pions, quoi, et se les faire prendre si possible. Donc voilà, c'est aussi intéressant d'un point de vue IA. Après les variations, c'est qu'on peut remplacer les pions par des cavaliers. Donc on joue à Breakthrough avec des cavaliers. Donc on peut faire Misère Nice Through, qui est on perd quand on joue à Breakthrough avec des cavaliers. Après on peut voir d'autres jeux. Donc les jeux, moi qui, vu le sujet de ma thèse, sont proches de ce que je fais, bah, c'est Atari Go. Donc c'est une simplification du jeu de Go où quand on capture une pierre, on a gagné. Donc c'est un jeu qui est fait pour apprendre aux gens à jouer au jeu de Go. Et il y a la version misère, c'est no go, c'est le premier qui capture a perdu. Donc après il y a Domineering aussi, donc ça fait partie des jeux combinatoires, donc les jeux sur lesquels avait travaillé John Conway. Le principe c'est de poser des dominos sur un échiquier, et il y a les dominos horizontaux et verticaux, et le premier qui peut plus jouer a perdu. Et Misère Domineering, c'est le premier qui peut plus jouer a gagné. Donc ces différents jeux, donc qui sont des jeux pour lesquels on a des algorithmes généraux. Donc on a appliqué le bootstrap du Monte Carlo sur ces différents jeux, et ça donne des résultats par rapport au Monte Carlo standard qui sont bien meilleurs. C'est-à-dire qu'on voit par exemple sur Misère Breakthrough, on a 99,8% de gains par rapport au Monte Carlo standard. C'est-à-dire que bootstrapper le Monte Carlo, ça lui donne une intelligence, enfin c'est en temps réel, hein, donc ça lui donne une intelligence vraiment accrue. Même chose sur Misère Nice Through, on est à 98,6%. Et puis même sur Misère Domineering, on est à 58%, et Misère No Go à 60%. Et à Atari Go, on est à 77%. Donc c'est des scores très élevés qui permettent, grâce au bootstrap, d'avoir des programmes beaucoup plus intelligents.
Après, les applications donc, du Bootstrap du Monte Carlo, ben, elles sont assez nombreuses. Donc il y a les applications originales de papier de 2009. Après, ça a été appliqué à la découverte d'expressions mathématiques en 2010. Sur des problèmes de théorie des codes, on a battu des records du monde, donc c'était David Kinney en 2012. Bruno Bouzy, il l'a appliqué au coopératif pathfinding en 2013 et au problème du pancake en 2015, là aussi avec des très bons résultats. Ça a été utilisé en génie logiciel sur les jeux, sur la cryptographie. Et puis la dernière application en date qui est quand même assez intéressante, c'est la conception de médicaments. C'est-à-dire qu'on peut voir la conception de molécules pour faire des médicaments comme un puzzle. Donc il y a des jeux vidéo qui existent pour créer des molécules qui ont certaines propriétés. Et donc on veut que le puzzle de la molécule, il vérifie certaines propriétés pour le médicament. Et donc l'état de l'art, c'est un biochimiste de Stanford qui l'a fait. Il a utilisé le Nelson Monte Carlo pour ce problème de puzzle. Et c'est l'algorithme qui a actuellement les meilleurs résultats pour résoudre ces problèmes. Après, ça a inspiré d'autres algorithmes. Donc, par exemple, le morpion solitaire a été résolu grâce à l'apprentissage relié à la recherche Monte Carlo Nested. Donc là, c'est Chris Rosin qui reçoit le meilleur papier à Ishkai pour son papier sur la recherche Monte Carlo qui a battu le record du monde, donc du morpion solitaire, qui était détenu par des humains depuis plus de 30 ans et qu'on n'arrivait pas à battre. Donc là aussi, l'apprentissage et la recherche Monte Carlo, donc la Nested Rollout Policy Adaptation, ça a eu plusieurs applications, donc essentiellement des applications de combinatoires, donc le Traveling Salesman Problem, l'alignement de séquences en biologie, en bioinformatique, et puis les problèmes de véhicule routing. Et pour finir, je voulais vous parler aussi de Bootstrap dans les systèmes actuels de jeux, donc le plus connu AlphaGo et ses dérivés. Donc l'idée c'est de reprendre les idées de Bootstrap et de General Game Playing et de voir comment elles sont utilisées actuellement. Donc AlphaGo ça date de 2016, le principe c'était de faire un apprentissage supervisé sur des parties de joueurs de Go qui étaient très forts et d'utiliser la politique qui était apprise sur ces parties pour faire jouer le système contre lui-même et lui faire apprendre une évaluation, c'est-à-dire lui faire apprendre le résultat de la partie. Donc c'était le début d'un bootstrap, on utilisait la politique pour apprendre l'évaluation. Donc ce qu'ils ont fait en 2017, c'est qu'ils ont bootstrappé un peu plus, c'est-à-dire que la politique et l'évaluation étaient utilisées pour apprendre la politique et l'évaluation au jeu de Go. Et ça a permis, en partant de zéro, c'est-à-dire d'aucune connaissance, d'avoir des programmes qui étaient meilleurs encore qu'AlphaGo, qui étaient meilleurs que les meilleurs humains. Et après, ils ont généralisé l'approche, donc ils l'ont appliquée en 2018, non seulement au Go, mais aussi aux échecs et au shogi, en battant les programmes spécialisés. Et la dernière en date, c'est les gens de Facebook qui ont fait Polygames, donc qui est un bootstrap de l'IA en utilisant ces méthodes pour tous les jeux, c'est-à-dire qu'ils ont fait énormément de jeux et sur lesquels ils ont des résultats où le programme qui est bootstrappé et qui joue contre lui-même pour apprendre les parties a des meilleurs résultats que les joueurs humains pour tous les jeux. Donc voilà, la conclusion de ça, c'est que les idées de Jacques Pittrat, de Bootstrap et de General Game Playing, c'est des idées qui sont tout à fait actuelles et qui sont utilisées dans les systèmes. Polygame, c'est pas encore publié, c'est paru sur Archive, donc il y a un mois. Voilà, donc pour finir, ce que je voulais vous dire, c'était que les idées originales de Jacques Pittrat sur l'IA et les jeux, et donc notamment le Bootstrap et le General Game Playing, c'est des choses qui sont vraiment importantes aujourd'hui pour la communauté programmation des jeux, et qui ont des systèmes qui sont des performances meilleures que les humains et des performances meilleures que les systèmes spécialisés. Donc c'était pour revenir au début de la présentation où on voyait que les systèmes généraux étaient un peu moins bons. Maintenant, en fait, ils sont devenus meilleurs, quoi. Donc je vous ai montré différentes applications. Et donc les applications, ça dépasse largement le cadre des jeux. Voilà. Je vous remercie.